c'est un petit pays niché au nord-ouest de l'Amérique du Sud, entre la Colombie et le Pérou. Un territoire aux 1000 visages qui offre aux visiteurs une multitude de trésors naturels. Cette terre de contraste, l'Équateur. Entre l'archipel des Galapagos, les hauts plateaux andins et l'Amazonie, le pays abrite un nombre d'espèces animales parmi les plus importants de la planète. Pendant un mois, les équipes d'une saison au zoo vont explorer ces différents écosystèmes et rencontrer les acteurs de la conservation. Objectif, comprendre les menaces qui pèsent sur la faune locale, mais aussi aider ceux qui œuvrent pour sa protection. On a besoin de rencontrer des gens comme Sébastien qui réussissent à construire une société dans laquelle la nature a pleinement sa place. Pour guider notre équipe, un naturaliste français installé en Équateur depuis 25 ans, Xavier Amigo. Un amoureux de la nature qui nous fera partager les splendeurs de sa terre d'adoption. C'est donc l'espèce qu'on va retrouver un petit peu sur la grande majorité des îles. Et c'est notre papa de l'aventure. Au programme de cette exploration, la cordillère des Andes, sur les traces du maître des lieux, le Condor. C'est presque trop beau pour être vrai. Puis la forêt amazonienne pour y étudier les singes qui peuplent ce joyau végétal. C'est vraiment un ravissement pour les yeux et on les voit sauter par-dessus nous, franchir la rivière tant bien que mal, se rattraper de branche en branche. Première étape, ce soir, les Galapagos. Stéphane, le directeur du zoo, Cyril, le vétérinaire, C'est génial. Charlotte, soigneuse polyvalente, et Aurore, soigneuse reptile, vont découvrir comment cet archipel mythique est devenu un paradis pour des animaux uniques au monde. C'est un tel bonheur d'être à un endroit où les animaux n'ont aucune crainte de l'homme. Nos explorateurs suivront les traces de Charles Darwin et comprendront comment ces espèces ont évolué et se sont adaptées à leur milieu naturel. Ces animaux qu'on retrouve ici ne sont présents qu'ici et se sont adaptés à des conditions qui sont particulières et font qu'aujourd'hui on a des espèces uniques. Il est temps de larguer les amarres. Cap sur un véritable diamant brut en plein cœur du Pacifique. C'est juste gigantesque, c'est énorme. Que le spectacle commence. Après 15 heures de vol pour allier Paris à Quito, en Équateur, l'équipe du zoo de la Flèche reprend immédiatement les airs pour les Galapagos. 2 petites heures d'avion en plus pour rejoindre un archipel de légende. Pour l'instant, je suis dans un état un peu d'incrédulité, quoi. C'est-à-dire, en fait, j'arrive pas à croire que nous allons aller aux Galapagos, que nous allons découvrir tout ça par nos propres yeux. On ne sait pas en fait ce qui nous attend, mais ça annonce quand même de très belles choses. L'aventure est à portée de main maintenant. J'ai jamais voyagé de ma vie, j'ai fait vraiment très peu de choses. Je sais pas trop où je mets le pied. C'est excitant et à la fois c'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'on se dit qu'on va être plusieurs jours loin de tout. Les Galapagos arrivent vraiment à se placer dans le mental des gens comme une destination vraiment unique et aussi mythique. Déjà, ne serait-ce que survoler ces îles, déjà, je pense que ça doit faire hérisser les poils des bras à plus d'un. L'aéroport se situe sur un plateau battu par les vents et battu par les embruns. Donc la première vision nous met complètement dans l'ambiance en fait de ces îles volcaniques. Buenos días, Cyril. Hola.
qui va nous accompagner toute la croisière. Okay. Il faut savoir que l'archipel des Galapagos, c'est un parc national avec des règles très strictes. Et chaque groupe de voyageurs est accompagné d'un guide naturaliste qui est agréé par le parc national. Donc on rencontre ce fameux guide qui s'appelle Diego. Bien, je vous propose que nous prenions le bus pour rejoindre notre destination, l'embarcadère. Je parle pas du tout espagnol. Enfin voilà, je connais hello. Non, c'est pas hello. Non, mais je sais dire hola, je sais dire gracias, mais c'est tout. Je parle pas du tout espagnol. Pourtant, j'ai été à l'école. Et on va aller prendre le bus là maintenant, qui va nous amener jusqu'au canal d'Itabaca. On a Xavier qui est là pour faire les traductions. Mais c'est notre papa de l'aventure. Et de là ensuite, on va embarquer à bord du bateau. Ok. Vamos, entonces te seguimos. Je sens que ça va me plaire. Pour visiter au maximum et vraiment se rendre compte de la beauté de l'archipel, nous allons vivre sur un bateau pendant 6 jours. « 90% des terres des Galapagos sont inhabitées, sont totalement préservées. Pas de voiture, pas de maison, rien, on se rassure, pas de téléphone, pas de réseau, rien. C'est aussi une expérience de vie, je pense, qui va tous nous faire du bien. C'est une façon aussi de se ressourcer à quelque chose de peut-être un peu plus essentiel, se contacter à la nature. Oh, il y a une otarie! Et là, c'est déjà un premier contact avec la faune marine, puisqu'en arrivant sur l'embarcadère, on commence effectivement à découvrir nos premiers poissons perroquets, les premiers crabes rouges, et des oiseaux absolument fantastiques avec un vol incroyable. On est accueillis par 2 marins qui arrivent sur leur petit Zodiac et qui nous chargent à bord et qui nous emmènent sur le bateau avec lequel on va voyager. On a la chance d'avoir un très beau bateau avec un équipage qui est là pour nous aider. Donc, c'est vrai que c'est plutôt très appréciable. On nous attribue les cabines et on va pouvoir s'installer. Charlotte et Aurore dans la numéro 8. Ok. Gracias. Oh, ça fait un petit cœur. On va être bien. Tu sais qu'on va être bien là, Cyril, tous les deux. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment d'intimité. Ah là là. Alors moi je vais être dans une cabine avec Stéphane, une petite cabine avec un petit hublot qui donne directement sur l'océan, j'adore. On va nous faire un petit brief un petit peu d'abord sur les règles du parc national. So, don't touch the animals and don't feed them. D'abord, il nous dit donc ce qu'il faut pas faire. Donc, pas toucher les animaux, ne pas les nourrir et on respecte, tout simplement. Enfin, ça me fait même du bien en fait de voir qu'il y a des endroits en fait qui sont encore si protégés et si respectés en fait. Eh ben, on n'est pas tout puissant. Voilà, les humains sont remis à leur place normale, c'est-à-dire au même niveau que tous les animaux, et ça fait du bien. Première sortie, on part donc du bateau avec des petits Zodiacs. Et on débarque sur notre première île qui s'appelle Place Açores. C'est fantastique, c'est incroyable. On débarque avec les Zodiacs et on sent que la vie est partout autour de nous. On découvre déjà les otaries, profusion d'oiseaux qui volent. Et on est tous très très excités à l'idée de découvrir là, les premiers animaux et de se mettre vraiment totalement en immersion dans ce contexte. Oh, c'est génial! Oh là, c'est fantastique. Et là, tout de suite, le comité d'accueil, c'est tout de suite incroyable parce qu'on arrive en fait au milieu des otaries. On a l'impression que c'est faux en fait. On a l'impression que c'est
c'est une scène de film. Enfin, c'est vraiment un truc... c'est du jamais vu. Leur activité est surtout diurne, hein. C'est la l'otarie. Ouais. Ça, c'est l'une des deux espèces d'otarie. Galapagos, Ça, c'est l'otarie des Galapagos, effectivement. Il y en a une L'espèce autre endémique. espèce Et il y a l'otarie à à fourrure. fourrure des Galapagos. L'otarie des Galapagos, c'est en fait une cousine très très proche de l'otarie de Californie. Elle est tellement proche qu'au départ, on pensait que c'était une otarie de Californie. Et puis assez récemment, on a dit non, elle est vraiment que présente sur l'archipel des Galapagos. Donc on lui donne un nom scientifique, c'est qu'on la considère comme une espèce à part. C'est pas une otarie de Californie, c'est l'otarie des Galapagos. C'est ce qu'on appelle de l'endémisme, c'est-à-dire que cette otarie n'est présente qu'ici. Et cette notion d'endémisme, en fait, elle va être transversale sur notre voyage. C'est-à-dire qu'on va l'aborder tous les jours. Tout ce qu'on va voir ici va être vraiment à chaque fois teinté, entre guillemets, de cette notion d'endémisme. Parce que c'est un endroit unique sur la planète. Ces animaux qu'on retrouve ici ne sont présents qu'ici et se sont adaptés à des conditions qui sont particulières et font qu'aujourd'hui on a des espèces uniques. La population, à ton avis, elle est de combien ¿Tienes idea de cuál es la población ahorita en el último censo del lobo? 6.000. 6.000. Ah ouais. Il est énorme celui-là. Pour le petit saut qu'il a fait, t'as pas vu? Un petit saut de crabe. On est clairement chez les animaux, là. On est clairement sur le territoire des otariens. On est invité à cet endroit-là. Et en fait, ce qui est super surprenant, c'est que c'est chez eux. On arrive chez eux, ils se poussent pas, ils font encore la sieste, ils nous regardent, mais sans trop nous regarder. Et ça leur importe peu, en fait. C'est vraiment, elles sont chez elles font leur vie, et puis écoute, tiens, il y a des humains qui débarquent. Ouais, bon, vas-y, c'est pas grave. Donc on se retrouve vraiment, ça y est, au cœur de l'environnement et surtout, on touche du doigt cette notion d'animaux dénués de toute peur et de toute crainte, ce qui est au fond extrêmement rare dans le milieu naturel. Et Xavier, pourquoi on a vraiment ce niveau de proximité, mais pourquoi spécifiquement ici? Parce qu'il n'y avait aucun prédateur. Aucun prédateur naturel. C'est l'explication en fait. Ah d'accord, ok. Et nous, pour le coup, ces espèces, elles nous considèrent comment? Mais c'est qu'il n'y a vraiment aucun bien sûr, danger. qu'il n'y aura pas d'agression. Exactement. Il y a vraiment ce côté stoïque de tous ces animaux-là qui savent très bien qu'il n'y a vraiment aucun danger dans le fait de ces grands bipèdes qui passent constamment toute la journée, tous les jours avec de des l'année. casquettes. Exactement. On est sur une île où les animaux ne sont pas craintifs vis-à-vis de l'homme, d'abord parce que l'homme n'est plus considéré comme un prédateur. Ces otaries ont jamais été, ont été chassés, mais il y a des dizaines et des dizaines d'années, ce qui fait que ces otaries-là ne connaissent pas la chasse et donc n'ont aucune crainte de l'homme. C'est un endroit magique pour ça. C'est que pour une fois, on est à un endroit où on n'est pas néfaste pour la nature et pour les animaux. C'est quelque chose qu'on peut pas vivre dans beaucoup d'endroits dans le monde. Pas trop vraiment de sucre ni d'éléments nutritifs. D'accord. Et il y a l'iguane qui arrive. Ah, il y en a deux, regarde. Et de s'alimenter. 3, directement 4. Ah, il y en a plusieurs iguanes. Donc les iguanes, c'est exactement pareil que les otaries. Ils sont là, c'est même à nous de faire super attention en fait, de pas leur marcher dessus parce qu'en fait, on n'a tellement pas l'habitude de voir ces animaux et tout ce paysage qu'on distingue pas trop encore tout ce qui s'y passe et en fait, il y a des iguanes partout. Ça, c'est l'iguane terrestre. Là, c'est donc l'espèce qu'on va retrouver un petit peu sur la grande majorité des îles. Regarde là, elle va s'approcher, tu regardes de près la physionomie du museau, de toute la tête. L'iguane terrestre a le museau beaucoup plus pointu et allongé que l'iguane marin, qui s'est adapté à un autre type d'alimentation. Étant donné qu'il va aller chercher l'alimentation d'une manière aérienne, entre guillemets, au niveau des cactus et des fruits, il a le museau qui s'est petit à petit un petit peu allongé. Il est plus long que l'iguane verte, mais est beaucoup plus long encore que l'iguane marine. Il a bien mangé. Il en a pas. Oui, il en a un peu partout là. Il en a plein la bouche et puis alors il a un bide. Et il y a une différence entre les mâles et les femelles là ou... Ouais, le mâle a une crête. Donc on va. Celui du fond là-bas. Celui qui est là-bas, et en général, il est beaucoup plus clair. T'as vu un peu? T'es gros pépère. Regarde. Il est gros. Ouais. Ah bah là, je suis aux anges. Hein. Vraiment, les iguanes, c'était vraiment, c'était eux.
avant tout que je venais voir et là je suis trop contente. Alors on sent que là il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'excitation, on ne sait plus où donner des yeux, etc. C'est absolument déstabilisant, encore une fois, de profusion et de proximité. Petite iguane dans sa forêt de cactus. Tu as vu ces reflets bleutés? En fait, on va penser à Tawa pendant tout le voyage. Ouais. Oh, là, c'est clair. Ça donne envie d'aller le caresser sous la gorge comme ça, comme on fait à Tawa. Oui. On a trop envie d'aller les caresser, on a trop envie de leur faire des petits gousis là sous le cou comme ça, comme on fait à Tawa, mais non, c'est pas possible. On garde les mains dans les poches. Alors l'arrivée, il y a eu beaucoup de projections sur comment sont arrivées ces espèces terrestres à 1200 km des côtes équatoriales. Donc il y a tout un tas de théories qui ont été avancées, mais disons la plus retenue et probable maintenant, ça serait celle des radeaux naturels. Exactement. On pense que ces iguanes qui sont ici présents aux Galapagos, eh bien, viennent initialement d'iguanes verts qui, par des phénomènes de dérive, de débris végétaux, de radeaux emportés par des tornades tropicales, accidentellement sont arrivés sur cet archipel volcanique et puis se sont adaptés à ces conditions-là. Et au fur et à mesure des années, des siècles qui sont passés, eh bien, se sont transformés pour former aujourd'hui une nouvelle espèce qui est cette iguane terrestre des Galapagos. Au moment où il y a eu une déglaciation et donc du coup une baisse du niveau. Après la contemplation des iguanes qui font bronzette, on entend un petit cri, voilà. Et on sait. Bébé Otari. Regarde, il est là, juste à droite, il est très très foncé. Oh oui, tu le vois? Oui, je le vois. On va continuer. Il y a un bébé Otari. On le laisse. Regarde comme il est trop mignon. Et il est là, avec sa mère. Et c'est lui qui fait le c'est lui qui crie là. Ah, ouais. Oui. Oh là là là. Maman. Donc là, on fond complètement. C'est notre premier bébé Otari qu'on voit dans la nature, du coup. Déjà au parc, c'est des moments magiques. Donc là, en plus de voir ça en milieu naturel, ça rajoute en fait encore plus à la beauté du moment. Il apprend à nager dans sa petite piscine. Oh, mais Lucie, elle a un bébé là-bas. Oh, bah. Oh, sa petite bouche ouverte. T'as vu? Ah ouais, non, c'est trop mignon. Je pense que c'est tellement unique, peut-être que je revivrai jamais ça dans ma vie. Donc là, j'avale tout ce que je vois et j'apprécie, quoi. Maintenant, je passe. L'iguane qui arrive derrière. C'est qui? Regarde l'iguane qui est juste derrière, tu le vois? Ouais. T'as vu Cyril avec l'iguane derrière? T'as pris la photo là, Cyril? La Lotari est juste l'iguane derrière. En fait, on se rend compte que l'île n'est pas non plus énormément grande, mais il y a beaucoup d'animaux dessus. On a des iguanes qui lézardent et à côté, on a des mouettes qui dorment, quoi. Puis ça a l'air de bien se passer. La colocation se passe bien. Ils s'agressent pas entre eux, il n'y a pas de conflit, chacun fait sa petite vie. Un iguane passe à côté d'un otari, tout va bien. Oh, regarde, il y a deux bébés otaries là. C'est la crèche. La crèche des otaries. C'est quoi le petit oiseau là? Des tournepierres. Tournepierre. Parce qu'il tourne les pierres. Ouais, il soulève les pierres le long du rivage, donc ça va s'alimenter de larves, de coquillages. Les tournepierres. Très bien. Let's go. Attention, vous marchez quand même. Là, c'est pas... Attention, vous marchez. Attention, otari. Attention, les Valéa. laves. Ah mais il y en a là. Oh, il y a un iguane aussi. Là, il y a un iguane juste là. Partout. C'est un truc de ouf. Il faut presque faire attention pour pas marcher sur les otaries ou sur les iguanes. Et donc pour nous, c'est incroyable, quoi. On a l'impression qu'on n'existe pas. Mais ouais, c'est ça qui est dingue, en fait. Elle est trop belle. Ils arrivent à faire, c'est incroyable. Combien d'espèces d'oiseaux sont recensées sur les Galapagos? 178, il me semble. On va découvrir aussi beaucoup d'autres animaux auxquels il faut qu'on s'intéresse. Évidemment, ce sont les oiseaux. Parce qu'en fait, on va découvrir ici beaucoup d'espèces d'oiseaux qui n'existent qu'ici, aux Galapagos, donc des espèces donc endémiques, notamment
des petits oiseaux qui sont des lointains parents de ce qu'on appelle les pinsons en fait chez nous et qu'on appelle ici donc des géospises qui sont en fait ce qu'on appelait les pinsons de Darwin. Les pinsons de Darwin parce que Charles Darwin a élaboré une partie de sa théorie en étudiant ces géospises. Et notamment, un des premiers oiseaux qu'on va observer, c'est le géospice des cactus, qui s'est adapté à exploiter, entre guillemets, les ressources alimentaires qui sont permises par les cactus. Ça, c'est joli aussi. Dans le cactus. Le géospice des cactus là, qui s'alimente. Ça, c'est magnifique à voir. Alors évidemment, ça peut être étonnant de voir un petit oiseau s'alimenter sur le fruit d'un cactus, mais c'est la preuve par l'image de ce que peut permettre l'évolution. C'est-à-dire que sur une île qui potentiellement est assez pauvre en ressources, ou du moins qui a des ressources qui sont limitées, et donc il y a un animal qui s'est adapté pour exploiter, entre guillemets, les ressources alimentaires du cactus, et c'est ce petit oiseau. Cette île dégage une impression très particulière parce qu'en fait, c'est un paysage qui est unique. Donc nous, c'est vraiment notre premier contact avec l'archipel, notre premier contact avec le sol ferme, avec cette roche volcanique, avec cette flore tellement particulière. Et là, sur cette île précisément, qui est d'une beauté incroyable, avec ces tapis rougeoyants de succulentes. Ça fait très Jurassic Park. Enfin, il y a un dinosaure qui passerait, ça nous étonnerait pas, quoi. Voilà. Ça irait très bien dans le décor. On a l'impression vraiment d'être de nouveaux explorateurs, d'arriver sur une terre où tout est à découvrir. On a l'impression vraiment que c'est nous qui avons découvert cette île et qui mettons les premiers le pied dessus et qui découvrons tout ça. C'est quelque chose de très émouvant quoi, pour nous et émotionnellement de très très fort. Quoi. Les Galapagos, c'est ça. Quoi. Salut ma petite, elle nous suit. Ah, tu viens avec nous. C'est vrai que là, pour une première sortie, on est quand même très contents. On était tous avec des yeux d'enfant, quoi. Hein, donc c'est presque trop beau pour être vrai. Cette première journée est déjà un très très beau cadeau pour nous. Ce soir, eh bien, notre équipage est en tenue d'apparat. C'est la soirée dite de bienvenue. Bonsoir, bienvenue à vous. Nous sommes ravis de vous avoir à bord avec nous. Et c'est vrai qu'il est de tradition, voilà, sur un bateau, d'être présenté à l'équipage. Carlos, le capitaine. C'est presque incongru parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce type de cérémonie ici à l'autre bout du monde. C'est très formel. Gracias. Salud. Salud. Non mais là, c'est comme dans les films. Là, il y avait du lourd. Là, il y avait du haut niveau. Il y avait de la tenue, quoi. On sent qu'il y a une fierté à porter l'uniforme, quand même. Là, c'est clair. Là, avec les petites épaulettes, la chemise bien repassée, ouais, tout est nickel. Mais du capitaine jusqu'au cuistot. Ah là, on est au summum de la fierté. Ils sont très très fiers de se présenter, de nous accueillir sur le bateau. Et ils peuvent l'être fiers d'eux parce que franchement, ils étaient vraiment trop beaux. Entonces, ¿se pueden presentar? Bonsoir, merci de nous accueillir à bord. Je m'appelle Cyril et je suis vétérinaire au zoo de la Flèche. Moi, je m'appelle Charlotte et je suis soigneur animalier au zoo de la Flèche. Alors moi, c'est Aurore et je suis aussi soigneur animalier comme Charlotte. Buenas noches, me llamo Stéphane et soy el director del zoo de la Flèche. Avant ce moment-là, je ne savais pas qui parlait espagnol, personnellement. Mais voilà, il se lance un petit défi. Gracias. Bon, on a de la chance, on est tombé sur un bon équipage. Ils sont tous sympas. Et puis très rapidement, il y a une bonne ambiance, il y a un lien de complicité qui se noue les uns avec les autres. Mais c'est encore un moment unique qu'on n'a encore jamais vécu. C'est un truc de fou.
Après une nuit de navigation, notre équipe se réveille à Beagle Rock, un îlot volcanique au large de l'île de Santiago, un lieu réputé pour ses fonds sous-marins. Ce matin, c'est notre première plongée aux Galapagos. On est tous impatients d'aller voir les fonds sous-marins donc, de cet archipel mythique. Mais ce matin, c'est avant tout pour nous tous une petite remise en palme. Donc, reprendre un peu nos habitudes de plongeurs. Donc, en fait, c'est plus une petite plongée tranquille, une petite randonnée sous-marine ce matin qui nous attend. Comme le mot l'indique, plonger, donc aller dans l'eau, in the water. Et surtout, quand on sera dans l'eau, les filles, on commence pas tant que vous n'avez pas descendu votre respiration, que vous n'êtes pas tranquille, tu vois, même, je veux dire, on descendra que quand vous serez bien calme. Le monde de l'eau, c'est pas mon monde à moi, on va dire. C'est quelque chose que j'appréhende un petit peu. Même la veille, dès que je savais qu'il allait avoir plongé le lendemain, enfin, j'étais pas bien, mal au ventre, stress. Je suis plus lézard que poisson. Pour Charlotte et Aurore, c'est une première. Pourquoi il y en a avec des tubas ? Faut savoir que j'ai passé mon niveau 1 de plongée 2 semaines avant. Donc c'est ma première plongée solo en mer. Allez, on va aborder. Gracias. Le diplôme, je l'ai passé il y a 2 semaines. Même pas à la fin, c'est fini il y a quelques jours avant le voyage. Tu veux te concentrer, tu te mets ta main sur ton ventre. Ok. Mets ta main sur ton ventre. On mettra tout là-dedans, Tu laisses gonfler, et ta main elle fasse, tu vois, et tu vois, ça va t'apaiser. Cyril et Stéphane en fait nous rassurent énormément parce qu'ils ont beaucoup plus plongé que nous et c'est vrai que c'est vraiment sympa de leur part. Voilà, ils nous rassurent, ils sont là, allez, ça va aller les filles, vous inquiétez pas. Donc c'est vraiment un peu les deux papas qui nous frottent le dos, t'inquiète pas, ça va aller. Je t'assure qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, c'est-à-dire niveau 1, Galapagos. Galapagos, ouais, c'est vrai. Il y a Cyril et Stéphane qui nous boostent à fond. Puis eux, ils adorent ça en plus. Ils savent le bonheur que c'est en fait de plonger. Je pense qu'ils veulent pas qu'on loupe ça, donc ils nous vendent du rêve. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea. On risque d'avoir quelques petites rencontres sympathiques avec les otaries ici. Regarde, t'en as plus sur les rochers là. Là. Fantastique, fantastique. Ça c'est une grande première. Hein. Voilà, Ok, là on est en plein milieu vraiment de l'ancien cratère de Beagle Rock qui porte le nom du bateau sur lequel a voyagé Darwin pendant 3 ans avant d'arriver aux Galapagos. Et on va longer en fait toute cette partie entre à peu près 4 et 17 mètres de profondeur. Et si jamais il y a un souci, quoi que ce soit, le signe de sécurité, on veut monter, on remonte tranquillement, il n'y a aucun problème. Ok, on essaye. On peut s'équiper là. Super. Pour moi, le tout premier moment de stress, je trouve que c'est la préparation. Quand on met les combis, ça met trop de temps en fait. Donc une fois qu'on est habillé, qu'on est prêt et qu'on est surtout très beau, faut le préciser, quand on plonge, on est hyper sexy, on est très beau. Regarde ce soleil pour nous accueillir. Et donc après, il faut plonger. Une fois que tu es équipé, donc d'abord tu te mets ici, tu tiens ton masque ici contre le front et ta main derrière, ok? Et tu te laisses glisser. Quand on plonge en mer, souvent on est sur un zodiac et donc on peut pas se mettre debout sur le zodiac et faire un pas en avant pour tomber dans l'eau. Donc sur un zodiac, c'est bascule arrière. Donc c'est simplement se laisser tomber, se laisser tomber en arrière dans l'eau. Bah oui, mais ça fait peur, mais il n'y a pas vraiment de raison. On a juste peur, on se dit ah c'est nouveau, ah. Donc je me sens pas de me lancer à corps perdu dans l'eau comme ça, sans visuel, sans rien. Ok, attention derrière.
C'est le plus confortable, c'est le plus sécurisant, mais ça nécessite de l'avoir un petit peu fait, puisqu'on part vraiment en arrière sans voir du tout le moment où on va percuter l'eau. Et bon, Aurore le sent pas, quoi. Donc on décide en fait de lui épargner un peu ce moment de bascule arrière qui peut compliquer les choses, et on va la descendre tout doucement dans l'eau en la sécurisant. Ça va ? Ok, on va se tourner. Attention les palmes là, vous. Donc je fais l'assistée en fait aujourd'hui. Donc on me prend de chaque côté, parce qu'il faut dire aussi que derrière c'est hyper lourd. Donc je parais un peu handicapée, mais c'est que je peux pas bouger comme j'ai envie, c'est un peu compliqué. Mais rien que lever une jambe, c'est hyper compliqué. Donc en fait on m'assiste beaucoup et ensuite on me pose dans l'eau. Inflate, désinflate. Je me dis, bon, on est là, on savait qu'on allait devoir le faire, donc autant le faire. Et donc je fais ma bascule arrière. Oui. Et tout se passe bien parce qu'il n'y a rien de compliqué en fait. Bien. C'est peut-être pas le mot bien, mais non, mais tu essaies juste de profiter en respirant calmement. Tu penses à rien d'autre. Relax. Yeah. Que du bonheur. Ok, on va se rejoindre ici. Détendeur à la bouche. Ok. Donc on a un gilet qui est gonflé pour qu'on flotte, et ce fameux gilet on doit le dégonfler pour pouvoir plonger, donc pour pouvoir s'enfoncer dans l'eau. En fait, une fois que je vois que mon masque, il n'y a pas d'eau qui rentre, que j'ai bien le détendeur en bouche, que je respire normalement, je suis hyper soulagée et je suis surtout hyper contente d'être là-dessous. Immédiatement, les filles, on a senti, après peut-être les premières minutes d'immersion, les filles se prennent par la main. Et là, je la vois qui lâche la main de Stéphane, qui me tend la main, elle me prend la main, et puis en fait, on fait notre plongée main dans la main pour notre première plongée. Et ils se promènent tranquillement et tout, et on sent que leur regard est complètement attiré pour le coup par la découverte du milieu, la découverte des poissons, et on voit bien qu'elles vont d'émerveillement en émerveillement. On voit nos premiers poissons déjà d'une taille impressionnante, c'est pas si fréquent, et puis vraiment on les approche de très très près. Là encore, la barrière est très fine. Toutes ces grandes étoiles de mer qui surgissent au fur et à mesure de l'avancée le long de ce plateau sablonneux est assez impressionnant aussi, parce que c'est des étoiles de mer en général qu'on n'a pas l'habitude de voir de cette taille-là. C'est une belle plongée, et puis on est accompagnés. Et nous avons un petit poisson carré qui nous suit partout, donc c'est un poisson coffre. Donc c'est un petit poisson qui est très content de nous accompagner, donc il nous suit partout. Il est là, il nous observe, il s'approche, il repart, et en fait ce petit poisson va nous suivre tout le long de la plongée. En fait je me sens bien avec ce petit poisson, avec Charlotte et tout, donc tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, Ricardo, donc notre professeur de plongée, me dit qu'il voit un requin. Donc il me dit, il me fait comme ça, c'est le signe pour dire le requin en mer, en plongée.
Et donc je lève les yeux et là je vois en fait un requin qui passe au loin, donc à quelques mètres, derrière un banc de poissons. Un petit coup de stress. Donc ce sont des grands requins qui, comme tout grand requin en général, impressionnent un petit peu au début. Complètement inoffensif bien entendu, comme tout le monde le sait, tout se passe bien. Mais en même temps, énormément de joie en fait de l'avoir vu. C'était génial. Le bilan est même très très positif. L'objectif c'est vraiment une plongée de mise en confiance, profusion déjà de vie sous-marine avec des animaux que Aurore n'avait peut-être jamais vus et tout. Donc voilà, tout le monde remonte avec beaucoup d'étoiles dans les yeux et beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Fallait que je me fasse violence et je voulais pas passer à côté de ça parce que j'aurais regretté de toute façon. Donc aucun regret, il fallait absolument que je fonce. T'as vu comme on est loin? Tu vois, on a démarré. Au moins, on a apprivoisé la mer. C'est une très bonne plongée et on a hâte de partir sur les suivantes. Oui, il y a d'autres plongées qui sont prévues au programme. Une ou deux qui seront peut-être un petit peu plus techniques. On verra si les filles peuvent nous suivre. Et surtout, on sait que ce qu'on va voir dans les jours à venir va monter crescendo en puissance. Allez, on descend. Au terme de cette première plongée, notre équipage reprend la mer, direction James Bay, sur la côte sud de l'île de Santiago. Salut ma pépette. À l'aise. Blaise. Donc on arrive à James Bay sur une plage de sable noir. Et en plus on arrive en fin de journée, donc avec le soleil descendant. Donc c'est vraiment très très beau. Il est noir le sable ici. Ouais, c'est magnifique. Regarde le pélican. Regarde le pélican. Waouh. T'as vu les hérons, on dirait le critique culinaire dans Ratatouille. Donc c'est une île où on va voir d'autres animaux. Là, on a une marche de 15-20 minutes là pour essayer de trouver la colonie d'otaries à fourrure. Pourquoi on est sur cette petite île en particulier? Parce qu'on a un objectif bien précis. C'est parce que cette île est connue pour héberger une colonie d'otaries qui est l'otarie à fourrure. Les Galapagos ont deux espèces d'otaries. L'otarie des Galapagos, qui est une cousine très proche de l'otarie de Californie, et une autre espèce qui est très différente, qui s'appelle l'otarie à fourrure des Galapagos. Oh là là! On part en exploration et on tombe sur un tas d'iguanes marins. Oh, tout ce qu'il y a! Oh, putain, bah ceux-là, c'est des adultes alors. Oh là là! Oh là là! Oh, les bigs! Oh, c'est des monstres! Ah oui! T'as soif? J'adore! Oh, ils sont trop beaux! Les
les iguanes marins sont différents des iguanes terrestres. Ils sont très très gros et c'est vraiment des gros pépères quoi. Et ils mangent bien, ça se voit. Ils ont un gros bide, ils ont des grosses têtes, ils ont une énorme crête. Ouais, ils ont des têtes de gangsters. Ah, ils crachent le sel. C'est ça. C'est le sel, c'est les excès de sel, étant donné qu'elles vont être dans l'eau pour s'alimenter. Elles vont égurgiter au moment où elles broutent tous ces planctons accrochés aux parois. Ah ouais, t'as vu, c'est marrant, hein, c'est super. Elles vont absorber une grande quantité d'eau salée et s'il y a une glande particulière au niveau du museau qui va faire on le voit, elle va accumuler ce sel et elle va l'expulser. C'est toute la magie de l'évolution, quoi. C'est-à-dire que pour une espèce donnée, comme ce lézard marin qui est confronté à un environnement salin auquel au départ il n'est pas adapté, eh bien il a trouvé des solutions pour évacuer ce sel et qui s'intoxique pas finalement de cet excédent de sel. Oh le gang. Avec Aurore, quand on les observe, en fait ce qui nous vient à l'idée, c'est qu'on est face à un gang d'iguanes. Voilà. Donc on a affaire à un tas d'iguanes qui sont très... on écarte les épaules, machin. C'est vraiment le gang de rap qui attend comme ça, qui regarde les gens passer, puis qui crache sur le côté. Ouais, gros. C'est trop ça. Ouais, je fais ça. Donc on continue notre petite balade et on tombe donc sur des otaries, donc pas des otaries à fourrure, mais des otaries normales. Petit boudin. Il est un peu plus gros quand même que les autres. On vit dans un rêve où voilà, les animaux sont au paradis, tout va bien. L'humain n'a aucune empreinte sur ces îles, sur les animaux. Qu'est-ce qu'elle a autour du cou? Je pense qu'à mon avis, elle doit avoir un truc de pêche ou... Mais on est vite rattrapé par la réalité des choses parce qu'en fait, il y a sa mère qui a un fil de pêche en fait autour du cou. Mais bon, d'après ce qu'on voit, ça fait quand même longtemps qu'elle l'a. C'est très serré et voilà, ça commence à lui rentrer dans la peau. C'est très fréquent aussi de voir ces animaux-là avec un coup de bâton, un coup de machette ou ce type de blessure. Si cette maman otari n'est pas sauvée, si elle meurt, son bébé otari mourra aussi. Et il aura plus sa mère, il aura plus à manger, il pourra rien apprendre de la vie, donc il mourra parce que les otaries n'adoptent pas les bébés d'autres mamans. Retour à la réalité, c'est une grosse claque qu'on se prend dans la figure et c'est là qu'on se dit que l'humain il est toujours par là parce que bien sûr la ficelle elle n'est pas arrivée toute seule. Ce sont des animaux qui sont extrêmement curieux et qui sont extrêmement malins, mais des fois ça leur joue des tours. Tu retrouves très très fréquemment des individus avec des hameçons plantés dans la peau ou plantés carrément dans la bouche. Et le truc est coincé autour de son cou et on voit que ça la lacère et que les mouches commencent à aller dessus. Et on se dit que là, c'est vraiment pas cool. Là. Pour elle, c'est trop triste. T'as juste envie, c'est de la choper, là, faire une contention et lui enlever. Ah là là. Ouais, c'est hyper frustrant. On a même envie de pleurer. On a Cyril, notre beau vétérinaire, qui est là. On est plusieurs. On se dit mais on l'attrape, on coupe cette ficelle. Enfin voilà. Même au pire, s'il n'y a pas de désinfection, tant pis. Alors au moins plus cette ficelle autour du cou. Mais c'est impossible. Bien sûr qu'on saurait attraper une otarie, mais on n'a pas les moyens. D'abord, on ne peut pas attraper une otarie à main nue. Et même si on est 4, elle va nous dégager tous les 4 parce qu'elle est beaucoup plus forte. Et puis voilà, on ne peut pas non plus nous prendre des risques par rapport à notre santé, parce qu'on va se faire mordre, hein. Elle va chercher à se défendre. Elle ne sait pas que si on l'attrape, c'est pour couper ce fil de nylon. Et là, par exemple, quand vous voyez ça, les gardes... Là, il y a un rapport qui va être fait aux gardes, puis il faudrait qu'il y ait une... Et là, dans ces cas-là, on la capture au filet, quoi? Là, il faut la capturer au filet, surtout avec les petits, là, elle peut être très agressive. Ouais, bien sûr. C'est horrible. Donc là, on peut rien faire, quoi.
On a beau être au cœur d'un parc national extrêmement protégé, l'océan n'a pas de frontières et les déchets marins que l'homme jette donc dans l'océan, volontairement ou involontairement, notamment tous les débris de filets, de pêche, malheureusement, parfois occasionnent sur certains animaux des blessures qui sont irrémédiables. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on jette. Il faut penser à après, à ceux qui sont plus loin et qui peuvent mourir par notre faute. Il faut limiter un maximum, peu importe où on est, les déchets. Mais tous les trucs, les sacs, les bouteilles, tout. Tout, il faut vraiment qu'on soit respectueux de la nature et éviter, pour le coup, ce genre de problème. On va avancer un petit peu, voir si on les trouve... Voilà, donc sur cette île, normalement, on est venu voir les otaries à fourrure, mais il s'avère que là, ça fait déjà quand même un certain temps qu'on est sur cette île, qu'on marche et on a toujours rien vu. Sauf qu'il commence à faire un peu sombre et là, on se dit que c'est fichu. Et en fait, c'est juste à ce moment-là que Xavier nous dit « Je les ai trouvés !» Ah, c'est des fourrures. C'est des fourrures. Elles ont une tête différente. Complètement, non. Le museau beaucoup plus court, la tête est beaucoup plus grosse en fait, et c'est beaucoup plus massif. Donc on a 2 otaries à fourrure devant nous. Et c'est vrai qu'on voit vraiment la différence qu'il y a entre les otaries à fourrure et les autres otaries. C'est la plus petite otarie du monde. Ah oui, d'accord. Donc 30 kilos pour les femelles, 60 kilos pour les mâles. Pour moi, c'était un bébé, si tu veux, je pense. Non. Elles ont une bonne tête. C'est un préadulte, ça, ouais. C'est quoi ce jouet? Il t'embête. Oui. Ça fait plus dessin animé, un peu cartoon. Ah, je m'attendais pas du tout à avoir une petite otarie comme ça, tu vois. On comprend aussi d'où lui vient ce nom d'otarie à fourrure, parce qu'elle a un pelage très dense, très épais. C'est le début de leur journée maintenant pour eux. Ah oui. Ah bon? Là, ils vont partir à la chasse, là. Ah oui, donc ils sont surtout nocturnes. Ah oui, d'accord. Ah, c'est la première fois que j'en vois. C'est complètement le contraire que les autres. Oui, complètement. Elles sont en mode sieste encore et là, Xavier du coup nous explique aussi qu'elles sont en train de dormir mais que d'ici quelques minutes, elles vont sortir parce qu'elles, ce sont des otaries qui chassent la nuit. Donc potentiellement, elles vont pouvoir aller se lever et aller chasser dans peu de temps, contrairement aux autres otaries qui font l'inverse. C'est en fait une espèce qui est au final assez éloignée de l'otarie des Galapagos qu'on a observé. Elles se ressemblent un petit peu parce que elles font partie de la très grande famille des otaries, mais au final elles sont pas si proches que ça quand même. C'est une espèce qui est beaucoup plus difficile à observer que l'otarie des Galapagos. Cette otarie à fourrure, pour nous c'est une occasion exceptionnelle de pouvoir l'approcher d'aussi près. C'est une très très belle journée, avec un super beau coucher de soleil. C'est vraiment trop trop beau. On a un sentiment un peu de plénitude, de sérénité et on se dit qu'on n'est pas au bout de nos découvertes incroyables et fantastiques qu'on va vivre au cours de ces jours. On croise la route d'une raie manta. D'un coup, manta! Mais c'est énorme! En fait, les raies, quand elles nagent, on a l'impression qu'elles volent dans l'eau. On descend déjà, il y a un festival de poissons partout. Et à un moment donné, Ricardo m'attrape par le bras, il commence à me secouer. Et là, je tourne la tête et là, je vois une silhouette d'un requin-marteau. Cyril m'explique qu'il a vu un très grand requin-marteau. Je suis fou parce que je me dis que j'ai peut-être loupé la seule occasion du voyage de voir cet animal mythique. On filme l'endroit où on vit. Miguelito, Ricardo, Diego et Fernandino. L'équipage de ce bateau, on les adore et on est content de les avoir en vidéo pour les ramener chez nous. Yeah.